bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le 19 novembre 2020 au sommaire de cette émission. Le fond de l'air est mauvais, très mauvais, vous l'avez constaté. Pendant ce temps, la crise écologique, elle continue. Emmanuel Macron n'est pas pour l'instant au rendez-vous des promesses de la Convention citoyenne. On en parle avec notre invité, le réalisateur et activiste Cyril Dion, qui a lancé une pétition pour lui rappeler ses promesses sur le climat. Nous sommes très heureux d'accueillir aussi la comédienne Camélia Jordana, comédienne activiste. Elle aussi, elle a prêté sa voix à un documentaire visible dès demain sur le site d'Arte, un documentaire sur l'écologie et la désobéissance civile. On entendra aussi l'essayiste Andreas Malm qui exhorte le mouvement climat à muscler ses actions. Bienvenue dans À l'air libre. Mais d'abord, avec toi, Valentine, on reparle de la loi sécurité globale actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. On a beau le retourner ici dans tous les sens, cette loi défendue par le ministre de l'Intérieur apparaît comme un danger clair à ce stade contre le droit d'informer et le droit des citoyens d'être informés. Et hier, d'ailleurs, Gérald Darmanin est encore monté d'un cran. Oui, Gérald Darmanin présentait à Beauvau les résultats de son ministère et il a déclaré ça. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a une personne, notamment un journaliste, qui a fait savoir, d'ailleurs qu'il l'a fait savoir publiquement, qu'il aurait été menacé d'être interpellé. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Je rappelle donc que si des journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma de maintien de l'ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici, préfet de police de Paris, pour se signaler, pour être protégés également par les forces de l'ordre. Alors, on apprend donc, très intéressant, qu'il y a des journalistes qui se signalent, en quelque sorte, qui s'accréditent auprès de la préfecture pour couvrir une manifestation sur la voie publique. Et surtout, on apprend, en entendant Gérald Darmanin, que si on ne le fait pas, eh bien le ministre, il n'est pas content, puisqu'il cite un journaliste qui ne l'a pas fait. Ce journaliste, on l'a rencontré, c'est Clément Lano. Il est indépendant, il a 23 ans et ne se déplace jamais sans son matériel. Je suis journaliste freelance, donc l'actualité peut tomber à n'importe quel moment. Donc toujours ma caméra, au moins mon téléphone avec moi. Mardi donc, avec sa caméra, il filmait la manifestation devant l'Assemblée. Et avec les policiers, ça s'est mal passé. Non mais monsieur, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, c'est la loi. Du coup, vous voulez que je fasse quoi là concrètement ? Bah, vous quittez l'endroit. Mais c'est mon travail, vous voulez m'interpeller ? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Mais on est journaliste, j'ai une carte de presse. Oui, monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Ce matin, il nous a donc donné rendez-vous sur les lieux de cet échange musclé pour nous raconter la scène. Ce soir-là, il y avait des véhicules de gendarmerie qui bloquaient toute l'avenue. J'étais donc en dehors des tensions, il y avait des véhicules qui étaient à peu près par ici, moi j'étais derrière. Et c'est là qu'un policier de la Bravem m'a dit « Monsieur, il faut vous disperser, sinon je vais vous interpeller ». J'avais cette caméra-là, j'avais ma carte de presse, j'avais, je peux le montrer, un brassard presse comme ça pour être identifié. Et pourtant, le policier lui demande de se disperser. En 4 ans de couverture de manif, il n'avait jamais vécu ça. J'ai fait toutes les manifs loi travail, j'ai fait tous les actes des gilets jaunes, tout. Je fais beaucoup de manifestations. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on me demande de me disperser. Évidemment, je ne suis pas là pour gêner le travail des forces de l'ordre. Quand il faut s'écarter, quand il faut se reculer, quand il y a des barrages, on ne peut pas passer, ça arrive. Je ne suis pas le premier journaliste à dire « Oh là là, la liberté de la presse est en danger parce qu'on m'empêche de passer un barrage ». Mais c'est la première fois qu'on me demande de me disperser alors qu'une manif est en cours et que des tensions sont en cours. Du jamais vu donc, mais du avoir très souvent désormais, puisque, je le rappelle, c'est ce que prévoit le nouveau schéma de maintien de l'ordre. Gérald Darmanin l'a présenté en septembre, page 16. Il stipule que le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes. Et donc, les journalistes, s'ils sont au cœur d'un attroupement, ils doivent, comme n'importe quel citoyen, obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre. Donc je traduis, quand un journaliste reste pour couvrir une fin de manifestation, il ne fait pas son travail, en fait, il s'attroupe. Bref, alors ensuite, on a voulu faire réagir Clément Lano à ce qu'a dit Gérald Darmanin à son sujet. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a une personne, notamment un journaliste, qui a fait savoir, d'ailleurs qu'il l'a fait savoir publiquement, qu'il aurait été menacé d'être interpellé. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Il parle de vous, là. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne sais pas quoi lui dire, il dit qu'il faut se rapprocher de la préfecture. Qu'est-ce que ça veut dire rapprocher de la préfecture ? Moi j'ai appelé la préfecture, je leur ai demandé si j'avais été accrédité lors de la manifestation, est-ce que j'aurais pu couvrir les tensions ? Est-ce qu'on m'aurait pas dit de me disperser ? Ils m'ont dit on n'a pas d'éléments. Ils n'ont pas d'éléments. Comment sur le terrain, au milieu d'une manifestation, je ne sais pas par exemple le 1er décembre sur les Champs-Élysées, c'est le bazar, comment les journalistes, comment les policiers vont faire la différence entre un journaliste accrédité, un journaliste pas accrédité ? Déjà que la carte de presse, c'est compliqué de savoir qui l'a pas.
s'il y a des accréditations ou à minima, il faut se signaler à la préfecture, comment les policiers vont faire la différence? Ils auront une liste, ils vont devoir chercher au milieu des lacrymogènes, Monsieur Lano. Je sais pas comment ils veulent mettre ça en place et ça m'interroge, ça m'étonne et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous dire. Est-ce que ça vous paraît normal de devoir s'accréditer pour une manifestation sur la voie publique? Je connais aucun journaliste qui l'a fait et je connais peu de journalistes qui vont le faire. Voilà, et Clément Lano, c'est un journaliste qui couvre beaucoup de manifs, il nous l'a expliqué. On l'avait d'ailleurs contacté pour qu'il nous dise ce qu'il pense de cet article 24, et il avait décliné, pas sûr au départ de trouver que l'article posait problème. Et bien depuis son altercation avec la police mardi, il a changé d'avis. Au début, j'étais pas très inquiet sur cet article. C'est vrai qu'après, quand on y réfléchit un peu, si on lit le texte tel qu'il est, on peut se dire ça va, je suis journaliste, je rentre pas dedans. Mais dans le but de nuire, ça veut dire quoi? Qui va décider ce que ça veut dire? Est-ce qu'un policier, oui, qui passe devant ma caméra, va dire ça me nuit, je porte plainte contre Clément Lano et il faut qu'il aille en prison? Alors, le gouvernement dit que non. Moi, je demande à voir. Mais c'est sûr que au minimum, ça interroge. Et c'est sûr que peut-être beaucoup de journalistes vont se dire « Ah bah, je diffuse pas telle image, je filme même pas cette image parce que c'est trop dangereux ». Alors, hier, Gérald Darmanin a légèrement rectifié le tir sur cette histoire d'accréditation auprès de la préfecture en disant que les journalistes pouvaient, sans y être obligés, se signaler donc à la préfecture. Dernière info qui nous est parvenue, selon son entourage, il pourrait introduire un amendement garantissant la liberté de la presse, ce qui ne règle pas la question des images captées par des non-journalistes qui sont bien souvent tout autant d'intérêt général. Oui, merci Valentine. Signalons quand même ici qu'à Mediapart, à L'air libre, nous ne lâcherons pas ce dossier. Le gouvernement, tu l'as dit, annonce une réécriture de l'article 24. Nous verrons, redisons-le pour vous qui nous regardez, ce n'est pas une mobilisation corporatiste de journalistes pour les journalistes. Il en va en fait de notre capacité de journalistes, de tous les journalistes, à faire le travail et surtout du droit des citoyens, de votre droit à être informés. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser. De nombreuses sociétés de journalistes, des ONG, des citoyens, et même la défenseure des droits, Claire Hédon, nommée par Emmanuel Macron, alerte sur cet article 24. Merci Valentine. Les citoyens, justement, ils s'organisent, ils s'activent en ce moment pour le climat notamment. On en parle avec nos deux invités, Cyril Dion et Camélia Jordana. Bonjour, prenez le temps de vous installer. On est très heureux de vous recevoir tous les deux aujourd'hui dans À l'air libre. Camélia Jordana, est-ce qu'il faut vraiment vous présenter? On vous a connue comme chanteuse, vous êtes désormais comédienne et aussi une activiste. Vous donnez votre voix au documentaire Désobéissants, un film sur la mobilisation des jeunes activistes du climat qui sera en ligne demain, vendredi, sur le site d'Arte et diffusé sur la chaîne le 27 novembre. Et vous, Cyril Dion, vous êtes réalisateur, essayiste, romancier, réalisateur. On se souvient de votre film Demain, en 2015, César du meilleur documentaire, qui recense des initiatives concrètes et optimistes contre la crise climatique. Activiste, vous aussi, récemment, vous vous êtes mis en tête d'obtenir qu'Emmanuel Macron honore les promesses de la Convention citoyenne sur le climat. On en est à ce stade plutôt loin et on va y revenir. Alors on va reparler évidemment du climat, de ces jeunes qui se mobilisent. On met une petite question d'abord. On a parlé avec Valentine du contexte global, contexte sécuritaire en ce moment, notamment cette loi sécurité globale qui pourrait limiter la capacité de filmer l'activité des policiers et des violences policières. Une question, est-ce que vous êtes inquiet du climat en France aujourd'hui, Camélia Jordana? Ça vous fait rire? Je suis contente d'avoir pris soin de préciser de ne pas vouloir en parler, en tout cas. Sur le climat, en tout cas. Bah oui, tout est quand même très inquiétant. Le GIEC l'a précisé depuis l'été 2020, en fait. La limite qu'on espérait ne pas dépasser a été dépassée, donc on est en négatif, en fait. Donc, ce qui est assez épatant, c'est qu'on le sache et que du coup, il y a des mesures qui soient prises pour, je sais plus, 2034, je crois, ou 42, je ne sais plus, des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc, oui, inquiète, oui, c'est sûr, mais qui ne l'est pas en même temps. Et sur le climat en France, vous souhaitez pas vraiment en parler parce que vous aviez eu des phrases contre les violences policières et il y avait eu des réactions incroyables, en fait. Non, mais c'est même pas que je veux pas en parler, c'est que j'ai pas besoin d'en parler. Je pense qu'on se doute de ma position face à tout ça. Et puis surtout, je tiens pas à en parler spécialement parce qu'en fait, j'ai pris la parole sur un plateau, mais comme je l'aurais fait dans mon salon avec mes amis. Et en fait, c'est pas trop ma casquette d'artiste ou ma cape de comédienne ou je sais pas quoi. Enfin, c'est juste celle que je suis. Et dans la vie, je fais pareil. Et voilà. Et en ce moment... je veux dire, c'était il y a des mois et depuis,
j'ai fait plein d'autres choses et je suis ravie d'en parler aussi. Et de la même manière que je suis ravie de vous parler de Désobéissante. On va en parler. Et justement, dans cette interview à France 2 qui avait été qui avait été très commentée, il y avait aussi beaucoup de soutien. Vous disiez une phrase qui était intéressante, c'était il y a un peuple aussi à écouter. Est-ce que c'est ça, justement, aussi que vous voulez montrer dans ce documentaire auquel vous participez? C'est qu'il y a ce que disent les politiques, ce que disent les élus, le discours médiatique, et il y a aussi une réalité sociale, climatique, de gens qui aussi s'organisent. Ce qui est très beau dans le documentaire d'Alizée et d'Adèle, c'est justement que... Enfin, moi, j'ai découvert les images en commentant le documentaire. Il y a des fois où je me suis vraiment arrêtée parce que j'étais très émue, et ce qui, justement, m'a le plus touchée, c'était de voir déjà qu'à la fois le mouvement social et le mouvement écologique, que chacun, en fait, tous les deux se rejoignaient. Et dans ces mêmes manifestations, dans la marche du siècle, il y avait à la fois des activistes qui se battaient pour l'écologie, à la fois des gilets jaunes, à la fois... Et en fait, il y a une espèce de mouvement général comme ça de civils, en fait, qui se sont sentis dans l'obligation de prendre la parole comme un devoir. Et ça, c'est un geste, une action qui m'a vraiment touchée. Ouais. Cyril Dion, cette réalité un peu d'un peuple divers, mais qui s'organise, qui se mobilise face au climat actuel, en effet, qui est très inquiétant, qui est très largement sécuritaire. Comment vous le voyez, vous, y compris par rapport à votre engagement? Moi, je fais ça depuis 15 ans, quoi. Donc, je le vois comme n'allant pas assez vite. J'ai participé, donc j'ai regardé hier le film qui est super. Je me suis aperçu de temps en temps, parce que j'étais à peu près à toutes les manifs qui étaient dedans. J'ai parlé à la fin de chaque marche pour expliquer au mouvement climat qu'on avait besoin d'être plus nombreux, qu'on avait besoin de s'organiser plus, que c'était une course de longue haleine et qu'on n'allait pas simplement parce qu'on sortait à 100 000 en France ou à 350 000 en France le jour de la marche du siècle, qui était la plus grosse mobilisation. C'est pas pour ça que le gouvernement allait du jour au lendemain transformer toute l'économie et faire passer des lois courageuses pour le climat. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui se rendent compte que ça va pas, qui s'expriment, qui se manifestent de plein de façons différentes. Mais maintenant, je pense qu'il faut passer à l'étape suivante, qui est de s'organiser et d'avoir une stratégie pour gagner. Alors, Camélia Jordana, vous avez donc prêté votre voix à ce documentaire Désobéissant, réalisé par Adèle Flo et Alizée Chiappini et produit par Yami 2. L'histoire de ces centaines de milliers de jeunes engagés dans le monde contre la catastrophe climatique en cours. Il suit les activistes à la base, le QG de la mobilisation en France à Paris, qui s'organise en lien avec ceux d'Extinction Rébellion à Londres et de Ende Gelände en Allemagne. On regarde la bande-annonce. À l'été 2018, un mouvement surgit de nulle part. Affolés par l'inaction des gouvernements devant la crise climatique, des millions de jeunes envahissent les rues, cernent des bâtiments, bousculent les institutions partout dans le monde. Leur but, forcer les gouvernements à agir pour limiter le réchauffement climatique. Et si l'humanité jouait sa survie, impossible d'attendre. Dans l'urgence, les activistes bâtissent une internationale du climat. Elle fixe un objectif commun à la jeunesse du monde, créer la vague qui submergera les gouvernements, mettre 200 millions de terriens dans les rues. Camélia Jordana, ces activistes, pourquoi c'était important pour vous de raconter, de prêter votre voix à leur histoire? Dans un premier temps, parce que moi j'ai beaucoup travaillé pendant toutes ces périodes, pendant toutes les manifestations, et que j'ai pu être présente à aucune d'entre elles. Donc c'était un peu déjà mon règlement de compte avec moi-même. Ok, bon, ça c'est ma manière de participer comme je peux à cet endroit-là. Et puis surtout parce que je pense que j'ai moi-même eu une prise de conscience écologique, je sais pas, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, et je pense que c'est l'une des rares manières que j'ai sous la main, en fait, de pouvoir participer à ma façon et pouvoir mettre un petit peu de lumière sur ce mouvement extraordinaire, sur ces femmes, parce qu'il y a une majorité de femmes hallucinantes qui sont à l'origine même du mouvement, des femmes qui avaient des jobs de cadre sup, qui étaient payés 3 000 € et qui sont passées tout de suite activistes, quoi, qui ont lâché ces jobs pour pouvoir essayer de sauver la planète.
et d'ailleurs sauver la planète. Mais enfin, en fait, moi, ce qui m'affole dans cette inconscience écologique, c'est le fait que j'ai le sentiment que l'homme tient de toute force, évidemment, à ignorer les choses, mais c'est comme si la chose principale qui n'était pas entendue, c'était qu'en fait, c'est pas la planète qui est en danger. La planète est en danger, mais la planète, ça fait des milliers d'années qu'elle est là. Elle a gelé, elle a brûlé, elle renaît toujours de ses cendres. Et évidemment, si on peut la sauver, c'est formidable, mais on n'en est pas du tout à ce degré de conscience-là. Avant ça, il y a déjà le step être humain et les humaines. Et en fait, c'est plutôt nos nous... humanités elles-mêmes sont en danger. Ouais. C'est nos espèces déjà qui sont en danger, donc ce serait juste chouette qu'on puisse éviter les pandémies dégueulasses et que nos enfants puissent connaître les forêts, quoi, par exemple. Ce serait sympa. Alors le documentaire, il s'appelle Désobéissant, on l'a dit. Il montre comment toute une jeunesse milite, voire transgresse pour sauver la planète, comme ces jeunes activistes d'Extinction Rébellion qui pratiquent l'action directe et se sont enchaînés dans la rue. C'était encore le mois dernier à Paris. On les écoute. Ils ont été interrogés par le Parisien ce jour-là. Les policiers nous tirent dessus, à moins d'arracher le bras, il n'y a rien à faire, donc il faut tout démonter et ça prend énormément de temps. Le gouvernement ne fout rien, donc voilà, on essaie de faire passer le message comme quoi c'est très urgent et qu'on est prêt à se mettre par terre pour le faire. On compte rester 3 jours, on compte organiser des débats, des prises de parole, des assemblées populaires pour vraiment permettre aux gens de nous rejoindre et de se rassembler pour discuter de ces sujets. L'occupation, parfois réprimée par la police à coups de gaz lacrymogène. Ici, c'était une action d'Extinction Rébellion encore, au pont de l'Alma en juin 2019. On voit ce que la police avait fait à l'époque. Et puis il y a aussi eu les jeunes activistes d'Alternativa qui ont décroché les portraits d'Emmanuel Macron et ont fini, pour beaucoup, devant la justice. Camélia Jordana, est-ce que vous êtes une désobéissante ? Moi, je suis un peu née désobéissante, je crois, mais je sais pas, dans quelle mesure ? Je sais pas, ils pratiquent la désobéissance civile. C'est la question de savoir comment beaucoup de jeunes de 28 ans, c'est votre âge, se posent la question de savoir comment être utile en ce moment. Et du coup, c'est quoi, comment on pratique une désobéissance à son niveau par rapport à cette situation qui peut nous dépasser ? Je crois que le plus difficile, c'est de connaître les règles du jeu, en fait. Parce qu'une fois qu'on connaît les règles du jeu, on peut s'amuser, on peut jouer et on peut peut-être essayer de se débrouiller pour... peut-être gagner la partie. Mais à ma place, en tout cas, à mon endroit, le plus difficile, c'est d'être sûr de comprendre absolument toutes les règles du jeu de chacun et chacune. Mais quand on commence un peu à les connaître, on peut s'amuser. Il y a, je disais, les jeunes de votre âge, les gens même parfois plus jeunes, sont un peu tétanisés par cette crise climatique, parfois. Est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de leur faire passer pour les engager, je sais pas, à agir ou pour, je sais pas j'avoue que j'ai pas trop de conseils à donner, mais enfin, je crois que l'engagement à notre époque, c'est une chose qui est nécessaire et qui est... enfin, en tout cas, je crois que les gens qui arrivent à ne pas en faire cas vivent dans un grand luxe, pas forcément matériel, mais en tout cas, c'est une grande chance d'être capable de mettre ça dans un coin, sous le tapis, et de pas du tout en faire cas. En tout cas, à défaut... Enfin, je veux dire, quand il y a ce sentiment d'impuissance face à une espèce de machine mondiale, à défaut de se sentir capable de peut-être s'engager vraiment, justement, comme Extinction Rebellion et tous les autres gens extraordinaires de ces mouvements-là. Je pense que déjà, dans un premier temps, à une échelle hyper individuelle, c'est très basique, mais en fait, ça fait toute la différence. Il y a des applications toutes simples qui nous apprennent comment devenir écolo en 31 jours, donc en un mois. J'hallucine, moi, de voir encore des gens de mon âge qui, par exemple, ne font pas le tri sélectif, quoi. C'est surréaliste. Enfin, pardon, je parle dans des détails, mais en 2020, pas faire le tri, pour moi, c'est surréaliste, quoi. Donc voilà, c'est des petites choses, mais déjà, en fait, en essayant de faire attention... au quotidien, c'est déjà un bon début. Et quand on y arrive, je pense que spontanément, en fait, le fil se tire tout seul. Non, mais c'est vrai, je suis en train d'essayer de... Ça vous a donné envie de participer à plus d'actions, par exemple ou... De manière civile, oui. Et puis ça m'a donné envie d'être végétarienne aussi, par exemple. D'accord. Voilà. Depuis longtemps ? Alors que j'adore le poulet. Ouais. Non, ça fait peu, là, ça y est, j'y travaille. Je m'éclate en Beyond Meat et tout, c'est fou. Bon. Cyril Dion, cet engagement de Camélia Jordana, c'est aussi le vôtre, quelque part. Ces actions, ces prises de position, ce documentaire, ça vous inspire quoi ? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça m'inspire
Il y a des gens qui se réveillent. Ouais. Il n'y en a pas encore suffisamment. Et ils se réveillent, pour l'instant, de façon un peu désordonnée. Dans le documentaire, il y a un moment où il y a mon copain Elliot Lepers qui, au moment où justement il y a une espèce de désillusion, après un an de mobilisation, il se dit voilà, ça n'a toujours pas changé, ça a toujours pas eu d'impact, il faut qu'on se réinvente. Donc ils vont voir ce que fait Extinction Rebellion en Angleterre. Toute cette réflexion-là, c'est terrible parce qu'on l'a en permanence. Enfin, je veux dire, des mouvements pour le climat, il y en a depuis les années 60. On est hyper content quand il y a 300 000 personnes à New York. Il faut quand même se souvenir que le jour de la Terre, en 1970, il y avait 20 millions d'Américains dans les rues. 20 millions. Aujourd'hui, ça serait surréaliste. On est tout le temps en train d'essayer de réapprendre comment il faut faire. Enfin, je veux dire, Alinsky, là, vous allez... Saul Alinsky, la méthode pour s'organiser collectivement aux États-Unis. Bloquer les chiottes d'un aéroport pour pouvoir y mettre le bazar. Toutes ces stratégies, on les connaît depuis hyper longtemps. Gandhi, Martin Luther King... On pourrait apprendre de tout ça. Et là, c'est comme si, on était à nouveau vierge de tout ça, et puis on sort dans les rues, on va manifester en se disant que ça va suffire. On oubliait, comme s'il n'y avait pas de mémoire, et comme si on n'était pas assez puissant pour... alors vous, Cyril Dion, vous avez mis quand même une idée en tête depuis quelque temps, qu'Emmanuel Macron respecte la promesse qu'il a faite, respecter les 150 propositions concrètes de la Convention citoyenne sur le climat, organisée après le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez même lancé une pétition sur le site d'Avaz pour sauver, dites-vous, la Convention citoyenne pour le climat. Vous dénoncez la démarche du gouvernement qui serait en train, dites-vous, de détricoter et d'affaiblir bon nombre de ses propositions. Et vous souhaitez que le président Macron tienne sa parole et soumette sans filtre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et les promesses du président, elles étaient sans ambiguïté. C'était cet été. On regarde. Et donc, notre échange d'aujourd'hui n'est pas un grand discours sur des principes abstraits. C'est la réponse à laquelle je m'étais engagé et le lancement d'un nouveau processus. Et je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de 3 d'entre elles, les 3 jokers dont nous avions parlé en janvier. Je veux que toutes vos propositions qui sont prêtes soient mises en œuvre au plus vite. Cyril Dion, vous étiez invité à vous rigolez tous les deux, vous étiez invité à cet événement dans les jardins de l'Élysée ce jour-là. Est-ce que vous y avez cru? Édouard Philippe, lui, on le voit, l'ancien Premier ministre, il était au premier rang, il n'avait pas l'air d'y croire trop, visiblement. Il grimaçait un peu. Oui. Non, enfin oui et non. C'est-à-dire que depuis qu'on a lancé, parce que c'est pas pour rien que tout d'un coup j'arrive en disant qu'il faut faire cette pétition, c'est que on a initié en fait ce projet de convention citoyenne avec un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens au moment des Gilets jaunes, au moment où justement on travaillait à quelques-uns à rassembler les Gilets jaunes et le mouvement climat, en se disant à un moment il faut que ça débouche sur quelque chose. Et certainement pour que ça débouche il nous faut plus de démocratie. Donc comme Extinction Rebellion, on pensait qu'une assemblée citoyenne tirée au sort pouvait formuler des propositions qui seraient acceptables par toute la population. On a réussi à convaincre Emmanuel Macron, donc on est allé le voir avec Marion Cotillard à l'Élysée, on l'a convaincu, on a ensuite négocié avec le gouvernement pour que cette assemblée se fasse dans les règles de l'art, c'est-à-dire que justement le processus ne soit pas vicié dès le départ. On a réussi à faire en sorte que cette assemblée soit indépendante, qu'elle travaille pendant 9 mois, qui formule des propositions qui sont très abouties, 150, qui ont été chiffrées par des économistes, c'est-à-dire que les citoyens ont dit « voilà comment on peut les financer ». Elles ont été transcrites juridiquement, c'est-à-dire que les citoyens ont dit « voilà comment elles peuvent rentrer directement dans la loi ». Elles ont été sondées, c'est-à-dire qu'on a 2 sondages, dont un qui a été fait par le Figaro, donc c'est pas forcément des écolos qu'on peut suspecter d'être en collusion avec la Convention citoyenne. Plus de 60% des personnes interrogées disent se reconnaître dans la grande majorité de ces propositions. Emmanuel Macron lui-même dit « je les prends, j'en prends 146 sur 149, sans filtre ». Donc sans filtre, ça veut dire qu'on les transmet directement au Parlement ou au référendum ou à application réglementaire directe, pour qu'elles soient votées. C'est-à-dire qu'on respecte aussi la démocratie représentative. Mais sans filtre, ça veut dire qu'on ne les modifie pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On va prendre un exemple concret. La Convention citoyenne fait une proposition sur un malus pour les voitures qui sont les plus polluants. En gros, les SUV qui pèsent très lourd. Et qui dit, quand une voiture fait plus de 1400 kg, on va lui mettre un malus. Parce qu'on considère que c'est trop et qu'elle va forcément avoir une consommation qui occasionnera des effets délétères pour le climat. Le gouvernement prend cette proposition, la transforme en 1800 kg.
Sauf que 1400 kilos, ça concerne 26% des véhicules en circulation. 1800 kilos, ça concerne 2% des véhicules en circulation. Donc ça marche pas. Non seulement c'est pas la promesse, mais en plus ça n'a aucun impact. C'est quoi, c'est un manque de courage politique, c'est le poids des lobbies, c'est l'absence de volonté réelle de ce gouvernement? C'est un peu tout à la fois. C'est-à-dire qu'il y a le problème de la technostructure, c'est sûr. Il y a le problème des lobbies, c'est-à-dire que dès que les propositions de la Convention citoyenne sont rentrées dans le tuyau, en gros tout le monde est arrivé autour en disant oh là là les voitures, oh les avions, oh ben... Donc il y a Bercy qui se met en porte-à-faux avec le ministère de la Transition écologique en disant bah non, vous vous rendez compte, l'emploi, le truc, le machin, etc. Et c'est en permanence ça. Et donc le seul moyen d'en sortir, en fait, c'est de faire ce qu'on avait proposé. C'est-à-dire d'éviter cette espèce de machine infernale où tout le monde n'est pas d'accord et qui finit par le plus petit dénominateur commun qui ne sert à rien, mais permettre à ces citoyens qui ont délibéré de faire une vraie proposition qui ensuite est votée. C'est-à-dire que les députés peuvent la retoquer, mais elle arrive comme ça au Parlement. Camélia Jordanas qui vient de dire, Cyril Dion, vous avez plusieurs fois souri ou opiné du chef. Mais quand tu disais que c'était des citoyens qui avaient fait tout ce travail-là, tu veux dire que c'est pas des gens qui officiellement, à la base, dès le départ, travaillent à l'Assemblée nationale ou Non, ce qui est extraordinaire dans le processus, déjà, si tu veux, c'est que c'est un point qui m'intéresse. Non, mais c'est des gens qui sont tirés au sort, qu'on a tirés au sort pour être représentatifs de toute la population française. C'est-à-dire qu'on a respecté les quotas des gens diplômés, non diplômés, ruraux, urbains, jeunes, vieux, et qui, au départ, n'y connaissent rien. Il y en a même qui étaient climato-sceptiques. Et justement, l'objectif, c'est que si tu as une assemblée comme celle-là, elle est a priori capable de formuler des propositions qui vont être acceptables par toute la société française. Parce que eux, ils se posent d'abord la question de savoir, ok, si on met en œuvre telle mesure, est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie, à moi? Impact ou non, ouais. Et c'est le principe justement de ces modalités démocratiques un peu différentes. Et donc, d'être arrivé jusque-là, que le président de la République, pour une fois, accepte ça, c'était déjà le résultat d'un rapport de force. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait les Gilets jaunes, c'est parce qu'il y avait les marches climat, c'est parce qu'il y avait l'affaire du siècle, avec 2,3 millions de personnes qui avaient attaqué l'État en justice, qu'à un moment ils se disent, bon, ok, il faut qu'on fasse quelque chose, donc on fait ça. Ce que j'essaie de dire maintenant au mouvement climat, c'est c'est pas simplement de se mobiliser pour que ça arrive, maintenant il faut se mobiliser pour que ça aille au bout. Donc c'est le but de cette pétition, c'est de dire maintenant aussi, il faut qu'on soit des centaines de milliers, voire des millions, à dire, ok, on prend ces propositions et on les met au vote au Parlement ou au référendum. Et pour ça, il faut faire pression. Vous avez parlé juste en 2 mots de la justice. Le Conseil d'État ce matin a donné 3 mois au gouvernement pour, je cite, justifier que la trajectoire de réduction à horizon 2030 des gaz à effet de serre pourra être respectée. Décision qui intervient à la suite d'un recours visant l'inaction climatique intenté par l'eurodéputé écologiste Damien Carême. Vous avez dit ce matin, c'est une décision historique. Oui, parce que ça veut dire que le Conseil d'État reconnaît que les objectifs que la France s'est donnés à 2030, et globalement pour respecter les accords de Paris, sont contraignants par la loi. Donc ça veut dire que, en gros, la loi, les juges vont dire à l'État français, vous êtes obligés de respecter. Ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ça, des citoyens ont proposé un plan pour pouvoir y arriver. Donc c'est pour ça qu'on a quand même un moment historique avec une fenêtre qui s'ouvre qui n'est pas inintéressante. Le gouvernement va élaborer une loi qui est une grande loi climat. Ça fait bien longtemps qu'on attend une loi climat vraiment ambitieuse. Et on va avoir la pression de la justice d'un côté, la pression de la Convention citoyenne de l'autre, et potentiellement du mouvement climat s'il se réveille un peu. On a une fenêtre politique vraiment, vraiment intéressante, avec une vraie opportunité. Donc c'est le moment d'y aller. Camélia Jordanas, est-ce que vous avez l'impression que c'est votre génération qui est particulièrement en charge aujourd'hui de changer les choses rapidement, qu'il y a une urgence comme ça? Oui, et celle du dessous. Moi, j'hallucine un peu. Ça fait 2 ans maintenant. En fait, quand j'ai commencé ma vie d'adulte, professionnelle et tout ça, elle a commencé très tôt. J'avais 16 ans. Et donc, de mes 16 à mes 20 ans, j'ai toujours été avec des gens qui avaient entre 30 et 50 ans. Et il y a 3-4 ans, j'ai commencé à être entourée de gens de mon âge, à l'époque. Et là, ça fait 1 ou 2 ans que je suis avec des gens plus jeunes. Ouais. C'est délicieux. C'est un bonheur parce que c'est... Vous sentez une énergie différente chez eux, une volonté de... C'est surréaliste, en fait. Moi, c'est les personnes plus jeunes autour de moi m'éduquent. Et vous sentez qu'ils sont plus conscients, plus radicalisés? Mais en fait, ils savent tout déjà. Ils connaissent déjà tout parce qu'ils ont accès à tout depuis la première seconde de leur existence, en fait. Y compris une hyper-conscience de la crise écologique? Mais de tout. Une hyper-conscience des structures politiques mondiales.
une hyper-conscience de l'écologie, une hyper-conscience du féminisme, de tout. C'est impressionnant. Donc je pense que dans ma génération, celle de Cyril, on n'est pas si éloigné. Hein. On a une vraie prise de conscience, j'ai l'impression, avec des vraies actions. Et ce qui est assez étonnant aussi à observer dans la génération du dessous, c'est de voir justement le parallèle entre cette hyper-conscience et parfois, disons que j'ai l'impression qu'il y aura peut-être, je dis des bêtises, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une minorité qui sera dans l'action et une autre partie, peut-être plus majoritaire, qui va considérer que peut-être l'action n'est même pas un sujet, puisque pour eux, ça n'est pas un sujet. Pour eux, c'est conscience. Enfin, c'est conscient, donc ça sert à rien même d'en parler, en fait. Quoi. Mais il n'empêche qu'il y a quand même cette hyper-conscience qui est présente. Donc c'est quand même très rassurant. Il n'y a qu'à voir Greta Thunberg. Enfin, c'est surréaliste, quand même. Comme on l'attendait, nous, ici, aussi, en France, quand elle les a rejoints. C'est magnifique. Quand Greta, on le voit dans le film, mais... Moi, je suis en train de finir de monter un film là, qui s'appelle Animal, où on a filmé 2 ados de 16 ans, dont Vipoulane, qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire. Ils sont dingos. Bella, elle a 16 ans. Elle a rencontré Philippe Descola, donc, qui est peut-être un des plus grands anthropologues vivants, puisque le film parle de ça, de notre relation au vivant. Et c'est Philippe Descola, à la fin de l'interview, qui m'a dit merci de m'avoir permis de rencontrer Bella. D'accord. Parce qu'une telle maturité et une telle profondeur, à cet âge-là, c'est vraiment... C'est bouleversant, ouais. Et puis c'est rassurant aussi. Alors vous avez, en effet assez rassurant, vous avez parlé de la nécessité de monter un peu le niveau de jeu. Il y a quelques jours, Valentine Auberti a interrogé l'universitaire géographe suédois Andreas Malm, maître de conférence à l'université de Lund en Suède, qui vient de participer au livre Fascisme fossile aux éditions La Fabrique. Il a aussi publié un livre qui s'appelle Comment saboter un pipeline, un guide de désobéissance civile en fait, hein. Et plus récemment La Chauve-souris et le Capital, un livre sur les origines écologiques de la pandémie. Vous allez le voir, il appelle, comme vous, clairement, le mouvement climat à muscler son jeu. It's abundantly clear to everyone that we need to not only stop expanding fossil fuel infrastructure, but dismantle it and replace it with non-fossil infrastructure. But still we have an expansion of kind of infrastructure. And it means that the climate movement has to ask itself, is what we've done so far enough? Or do we step up? And if so, how? Some, notably Extinction Rebellion, say that we shall never ever go outside a very strict definition of civil disobedience with absolute peacefulness. And this is based on an interpretation of history where they say that as soon as you deploy something that looks like militant tactics, you alienate the masses. And I don't think that's correct. We can see it from this year where Black Lives Matter, the one social movement that made an impact this year, combined militant confrontation with the police, including storming and burning police stations in Minneapolis and toppling statues, and also mass peaceful mobilization. And it's precisely that kind of diversity of tactics that I think a social movement today needs to develop to be effective. Et il incite aussi, on va regarder encore un petit extrait, le mouvement climat à organiser donc des actions très ciblées et très efficaces. On regarde. The temptation for environmental activists is based on the idea that all of civilization, more or less, is destructive to the environment, so we need to attack all of it. I think that's the wrong way to go about this. If you want to apply sabotage, you should be very, very strict in what you target. So, for instance, imagine you have a campaign that says, now we're going to do sabotage such as in deflating tires of SUVs, and we're going to target SUVs only, and we're going to start by targeting SUVs in rich neighborhoods. And we know, for instance, that 1% of humanity has emitted twice as much as the poorest half of humanity since the 1990s. That's just mind-boggling figures. And we need to do something about those luxury emissions. So be precise and have a campaign that spreads widely, targeting something like SUVs. That I would be 100% in favor. Camélia Jordana, vous avez beaucoup réagi pendant cet extrait. Est-ce qu'il faut être un peu moins gentil par rapport à la crise climatique? Être moins gentil, je ne sais pas, mais c'est les chiffres en fait que je trouve tellement parlants. Ouais. Je trouve ça assez... Ça montre des inégalités mondiales assez fascinant, extraordinaires. Ouais, ces écarts et c'est comme tout en fait. C'est assez fascinant de voir que dans à chaque couche, à chaque endroit et à chaque angle mort de la société, quand on observe des chiffres de 2 minutes, c'est l'équivalent de ce qu'on vient de voir là. C'est
C'est un peu affligeant, je trouve. Cyril Dion, est-ce qu'il faut... vous l'avez dit, il faut muscler le niveau de jeu. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Il y a des actions beaucoup plus efficaces, plus ciblées. Vous parliez d'ailleurs, vous aussi, des SUV tout à l'heure. Plus diverses. C'est-à-dire qu'il en parle d'ailleurs dans Comment saboter un pipeline. Et je prends aussi cet exemple régulièrement. Si on prend le mouvement des suffragettes en Angleterre pour le droit de vote, il y avait à la fois des suffragettes qui faisaient des attentats et effectivement qui allaient brûler des endroits. Il y en avait qui faisaient des manifestations pacifiques. Il y avait aussi des personnes qui ont participé à élaborer une autre vision de l'avenir, un autre récit. C'est-à-dire qui ont commencé à raconter une autre histoire possible pour l'humanité en disant oui, il doit y avoir un monde possible où les hommes et les femmes ont les mêmes droits et donc les femmes pourraient voter, donc les femmes pourraient faire beaucoup de choses qu'elles ne font pas aujourd'hui. Et c'est en général la conjonction de ça, c'est-à-dire d'un récit nouveau qui émerge, d'une lutte, d'un rapport de force en tout cas, qui est parfois effectivement violent dans certaines circonstances, parfois non violent et en général majoritairement non violent, et de circonstances historiques. Là, en l'occurrence, pour les suffragettes, c'était la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on voit que tout d'un coup, les femmes prennent les rênes de la société pour des raisons objectives, c'est-à-dire que les hommes sont partis à la guerre, et qu'ensuite, quand une partie des hommes reviennent de la guerre, il y a un déséquilibre démographique et qu'on se dit oui, elles ont montré qu'elles étaient capables, donc on ne va pas dire maintenant qu'elles ne peuvent pas voter. Là, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un autre récit qui a besoin d'émerger, c'est-à-dire à quoi ressemblerait cette société. Et là, il y a besoin qu'il y ait des économistes qui travaillent, il y a besoin qu'il y ait des gens qui inventent des nouveaux modèles de démocratie, des nouveaux modèles, ce qu'on avait fait dans Demain, en fait, d'agriculture, etc. Il y a besoin de gens qui résistent, comme ce qu'il est en train de dire là. Effectivement, parfois peut-être avec du sabotage, avec des grandes manifestations, avec de la désobéissance civile pacifique, etc. Et il y a besoin d'avoir des opportunités qu'offrent les circonstances historiques. Et là, les feux, les méga-feux qu'on voit un peu partout, les sécheresses, le fait que les gens commencent à prendre conscience, ce qui est dit aussi dans le documentaire très bien, que le changement climatique, ça arrive. En fait, c'est pas simplement une idée assez vague de ce qui pourrait se produire dans le futur. Tout ça peut construire une mayonnaise à partir du moment où les stratégies s'articulent les unes avec les autres et où on se dit pas, où on les oppose pas. On se dit pas d'un côté il y a les super résistants qui font de la désobéissance civile et de l'autre il y a les mous qui vont faire du plaidoyer pour essayer d'obtenir des trucs du gouvernement et de l'autre il y a des gens qui font de la pédagogie. Non, tout ça est nécessaire en l'articulant dans une stratégie claire où chacun joue sa partition et où ça permet d'entraîner des transformations profondes. Dernière question avant de se quitter. L'époque, elle est quand même à peu près horrible, en tout cas difficile. On est en confinement. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale, les amis. L'époque est difficile. Ouais. Enfin, il y a eu d'autres époques difficiles dans l'histoire, quand même. Bon, alors de quoi on peut rêver, là? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont chez eux, qui, depuis un an, on est dans cette situation un peu pandémie qui est difficile sur le plan social, sur le plan psychique, sur plein de plans, avec cette question de la crise écologique. C'est quoi qui vous fait rêver? Moi, ce qui me fait vachement rêver en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de finir donc, ce film qui s'appelle Animal. Et en fait, on a emmené Bella et Vipoulane, donc ont 16 ans, à la découverte du monde vivant. Ils ont découvert des trucs. Ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient rien de rien, nous non plus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte par exemple que si les fourmis disparaissaient, en fait toutes les autres formes de vie disparaissaient aussi. On s'est rendu compte que mettre des ruches partout pour sauver les abeilles, ça ne servait à rien. C'était comme mettre des poulaillers pour sauver les oiseaux. On s'est rendu compte que les éléphants transformaient les paysages. On s'est rendu compte que les loups et les grands prédateurs, en fait, s'ils disparaissaient, c'était tout un écosystème qui s'effondrait. Et on s'est rendu compte à quel point le vivant était magique. Et que d'une certaine manière, ce qui peut nous donner envie de construire un monde différent, c'est de nous rendre compte qu'on est un animal parmi les animaux, c'est-à-dire on est un vivant parmi les vivants, et que si on réfléchit le monde comme ça nous oblige à tout changer. Ça nécessite un peu d'humilité. Oui, un peu d'humilité, mais ça nous oblige aussi à comprendre plein de choses passionnantes qu'on n'a jamais compris, à chercher comment on cohabite avec ces autres formes de vie, donc comment on réinvente notre économie, notre façon de faire de la politique, les maisons dans lesquelles on habite, la façon dont on fait de l'urbanisme. Et ça, c'est excitant, c'est emballant. C'est pas juste de la privation comme les conservateurs disent dès qu'ils parlent d'écologie en disant « Ah oui, vous voulez aller vivre dans une grotte avec plus de PQ et bouffer des patates pourries, quoi. » C'est pas ça qu'on veut, en fait. On veut donner du sens à notre vie. On veut que cette vie soit extraordinairement excitante à chaque fois qu'on se lève le matin et que tout ce qu'on construit ait du sens, serve à quelque chose et nous projette dans un monde dans lequel on a envie d'habiter. Moi, des fois, quand je regarde ce monde, quand je vois ces grandes surfaces commerciales avec des hangars partout, je me dis pas que c'est le monde que j'aurais vraiment choisi si on m'avait permis de le dessiner. Donc, le fait qu'on puisse reprendre le crayon,
Ça, c'est quand même une perspective assez sympa. Camélia? Oh bah, j'aurais pas dit mieux, je crois. Enfin, même c'est pas le but, mais enfin, ouais, non, c'est assez spontanément. J'aurais aussi répondu le monde animal depuis 2 ans. Une de mes passions totales, étant donné que je suis devenue très casanière, c'est de regarder des documentaires animaliers. Et je suis fascinée par ça, en fait. Je suis fascinée par la nature. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est la... Enfin, je sais pas, c'est magique, en fait. C'est de la vraie magie, c'est de la sorcellerie, en fait. Carrément. C'est vraiment de la sorcellerie, quoi. Et du coup, je trouve que ça, comme vous disiez, en fait, ça forge à beaucoup d'humilité, à beaucoup de spiritualité et à beaucoup de lecture, à beaucoup d'éducation. En fait, ça me donne une appétence très grande. Et comme on le disait, de toute façon, je crois qu'il y a cette génération magique, elle aussi, qui arrive très consciente. Donc, je crois que si on arrive à combiner la sorcellerie et la nouvelle génération, il y a peut-être des chances qu'on y arrive. Merci à vous deux de terminer cette semaine aussi avec un peu d'espoir et de magie, c'est toujours bien. Cyril Dion, votre pétition exigeant d'Emmanuel Macron qu'il respecte les propositions de la Convention citoyenne pour le climat comme il s'y était engagé, est en ligne sur Havas. Déjà 225 millions, je crois, 230 000 signatures. Yes. Vous pouvez aller la signer si vous avez vu l'émission. Et Camélia Jordana, merci infiniment d'être venue nous voir. On rappelle ce documentaire Désobéissants, mis en ligne dès demain, vendredi 20, sur le site d'Arte. Il sera diffusé sur la chaîne le 27 novembre à 22h55. Vous restez avec nous 2 minutes. C'est le 24h Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, vous avez raté beaucoup de choses. Voilà ce que vous pouvez lire en vous abonnant, évidemment. Des armes françaises au service de criminels de guerre. Une série d'articles signés Antione Rouget et Justine Brabant révèle comment des entreprises françaises spécialisées dans la formation militaire entraînent, y compris ici en France, des officiers de l'armée saoudienne ou encore que les Émirats arabes unis ont déployé des Mirages pour soutenir des factions engagées dans la guerre en Libye. Avions entretenus par des entreprises françaises. On est loin de l'espoir et de la magie qu'on écrivait tout à l'heure. Martine Orange s'interroge. Que peut faire le président américain élu Joe Biden avec la nouvelle donne du commerce international? Biden va en effet hériter d'une situation dévastée. Guerre commerciale avec la Chine, relations au plus bas avec les alliés, institutions internationales paralysées. Contrairement aux attentes de certains, le multilatéralisme d'avant ne reviendra peut-être pas. Enfin, un portfolio sur les ravages, décidément, de la tempête Alex dans la Roya. Les photographes Laurent Carré et Jeanne Franck sont retournés dans la vallée des Alpes du Sud où l'eau potable vient tout juste d'être rétablie. Ils nous racontent la désolation, mais aussi la fraternité. La fraternité. Voilà. Sur cette bonne à Mediapart, on ne va pas juste être totalement déprimé. Voilà, il y aura aussi un peu de fraternité et de joie si vous lisez Mediapart, évidemment. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Demain, vendredi, vous retrouverez La Fabrique des images, une émission de Lucie Delaporte. Le sujet, filmer les Gilets jaunes avec le réalisateur Raymond Macherel et l'historienne Ludivine Bantini. Samedi, le documentaire Sans repos de Bernard Artal sur les violences policières au Brésil. Dimanche, Un monde à vif par Rachida El Azouzi sur le sort des Ouïghours, avec Dilnour Reyhan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, et Gulbayar Jalioua, qui a vécu la torture dans les camps chinois. Merci à toute l'équipe d'À l'air libre. Merci à notre équipe technique, Stéphane Pruvot, Alexandre Huet, Jimmy Beaufils, Julien de Cognac, Justine Mazoyer. Bonne soirée, à lundi avec Valentine Auberti.